Donc, pour notre dernière table ronde, la table ronde conclusive, je vais co-animer avec Célia Colombier. Et d'abord, je vais présenter nos différents intervenants. Sylvie Alemano, vous êtes vice-présidente du conseil scientifique de l'EHESP, École des hautes études de santé publique, responsable de l'axe coopération du laboratoire d'Issène-Île-de-France du Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes présidente de la Société française des sciences de l'information et de la communication. Yves Charpak, vous êtes président de la Fondation Charpak, l'Esprit des sciences pour amener plus de connaissances scientifiques aux décideurs, et élu local à la commune de Larchant en Seine-et-Marne, membre du bureau de ESPT, qui est co-organisateur de l'événement d'aujourd'hui, chercheur épidémiologiste, conseiller principal scientifique du président de l'OMS Europe, et vous êtes au Haut Conseil de santé publique. Ensuite, Francine Marano, vous êtes professeure émérite à l'université Paris-Cité de biologie cellulaire et toxicologie. Vous avez présidé la commission spécialisée risques liés à l'environnement et vous avez créé un master toxicologie environnement santé. Vous avez participé au domaine d'intérêt majeur santé-environnement toxicologie de la région et vous êtes présidente du COPIL Cancer et Environnement de la Ligue contre le cancer. Et enfin, Anne Varé, donc vous êtes directrice scientifique de l'ADEME, directrice exécutive par intérim recherche et prospective, donc à l'ADEME. C'est bien ça. Donc je laisse la parole à Célia. Oui. Bonjour, bonjour à celles que je n'avais pas vues auparavant. Donc pourquoi on décide de clore le colloque sur ce sujet, celui de la mise en réseau? Donc ça paraît assez évident pour un réseau de clore le colloque sur ce sujet, mais là vraiment l'idée c'est d'avoir une approche un peu prospective et se demander concrètement, clairement, comment est-ce qu'on pourrait imaginer la suite? Comment demain faire coopérer davantage recherche en santé, environnement et territoire? Alors plusieurs raisons à cela. La première, un agenda politique institutionnel, le plan régional santé-environnement 4, donc qui est la grande feuille de route régionale, l'enfant du plan national santé-environnement. Donc le PRSE 4, c'est un plan stratégique qui est copiloté par l'État, l'ARS et la préfecture, et par le Conseil régional Île-de-France. Il fait du développement de la recherche en santé-environnement une priorité. Alors par développement, il entend plusieurs choses. D'une part, l'idée de décloisonner la recherche en santé-environnement entre disciplines, entre sciences, puisqu'a été constaté un déficit d'échange entre les équipes de recherche, alors que pour autant les enjeux de santé-environnement sont d'autant plus complexes aujourd'hui à appréhender. Donc par développement de la santé environnementale, le PRSE entend décloisonnement, mais entend aussi implication du citoyen, de l'habitant, de l'usager dans les projets de recherche en santé environnement. Également, il y a cette volonté de valoriser la recherche et la connaissance auprès des acteurs de territoire. Donc ça, c'était tout l'objet de la deuxième table ronde. Comment faire de la recherche, comment faire de la recherche un outil de plaidoyer pour les territoires. Et donc, c'est ce qu'entend faire ce PRSE 4. L'une des actions de ce PRSE 4 est celle de créer une communauté régionale de projets autour de la recherche en santé-environnement. L'idée étant de favoriser la synergie des projets, lancer même de nouveaux programmes à terme pour répondre aux enjeux environnementaux. En tout cas, c'est ce qui est annoncé, disons. Concrètement, nous, ce qu'on propose, c'est de faire un état des lieux. On l'a vu, on a compris l'importance de faire un état des lieux des acteurs aujourd'hui quand on se lance dans un projet. Et là, pour le coup, un projet de cette ampleur, c'est important d'avoir une visibilité sur les équipes de recherche en Île-de-France, les sujets qu'elles traitent. L'idée étant de rendre visibles leurs travaux, de mettre en place aussi de nouvelles collaborations, d'identifier les possibilités de financement existants, parce que c'est le nerf de la guerre, et de renforcer les interactions donc, entre acteurs de la recherche, territoire, citoyens. Alors,
Le réseau ISE et plus largement l'Observatoire régional de santé s'engagent dans cette dynamique à 2 niveaux. D'une part, le réseau va copiloter avec un représentant de la recherche et d'une université l'action de mise en réseau des acteurs de la recherche avec les territoires. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à tous les acteurs qui souhaitent participer à cette dynamique. Vous êtes évidemment les bienvenus. Et d'autre part, l'Observatoire régional de santé, qui est, je le rappelle, une structure qui est vraiment à l'interface entre recherche et territoire, a pour mission, dans le cadre du plan régional santé-environnement 4, d'investir dans le renforcement de l'observation territoriale en santé-environnement. Et donc, on va constituer un groupe de travail au sein du réseau ISE pour réunir les acteurs clés de l'observation et puis les acteurs du territoire, donc principalement d'ailleurs les collectivités territoriales. Cette démarche, elle a plusieurs objectifs. La première, c'est de mieux intégrer les besoins des acteurs territoriaux en matière d'observation. Des fois, on se lance un peu dans des indicateurs, à proposer des outils sans forcément s'être mis tous autour de la table pour se demander quels sont nos besoins, qu'est-ce qui nous manque. Aujourd'hui, qu'a-t-on besoin en termes de connaissances ? Donc l'idée, c'est de pouvoir mieux intégrer les besoins des acteurs territoriaux, de renforcer aussi la prise en compte de problématiques émergentes. On parle toujours d'une seule santé. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, mais concrètement sur les territoires, comment renforcer l'observation sur ces sujets, ça ne va pas de soi. Donc voilà. Autre point, valoriser les outils d'aide à la décision qui existent, qui sont produits par l'Observatoire régional de santé, et puis accompagner leur prise en main, parce qu'ils ont beau exister, ils ne sont pas forcément d'une part connus, mais d'autre part faciles à appréhender. Voilà. Donc l'idée, c'est du réseau ISE, de l'ORS, globalement, de s'engager dans cette dynamique autour de ces 2 grandes actions. Je vous propose donc maintenant de rentrer dans le vif du sujet, d'avoir l'avis de nos témoins aujourd'hui du jour sur cette question centrale. Quel levier il existe pour mettre en réseau des acteurs de la recherche et des acteurs du territoire, et qu'est-ce qui reste aussi à imaginer? Alors on va commencer par vous, Yves Charpak. Vous avez donc 2 casquettes, comme on l'a vu, à la fois celui vous nous avez dit, du citoyen ordinaire quand on a présenté ce colloque, qui est l'élu d'une commune donc de Seine-et-Marne, une petite commune, l'Archamps, et celui du chercheur épidémiologiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours et sur ce profil un peu hybride que vous avez? Merci. C'est bien, c'est sympa. Je vais vous raconter ma vie. On demande ça qu'à des gens qui commencent à être un peu vieux, justement. Donc je vais essayer de jouer ce rôle. Surtout que j'ai plus beaucoup de mémoire, donc j'ai quelques notes. Alors effectivement, moi j'ai un parcours particulier. Je suis passé d'un rôle de remplaçant en médecine générale, puis chercheur dans une équipe universitaire INSERM, à celui d'évaluateur consultant dans ma propre société et utilisant des méthodologies issues de la science, puis à celui de membre d'instances de direction en lien avec des décideurs. Que ce soit au bureau de l'OMS pour l'Europe à Copenhague, alors c'est une Europe de 52 pays, ou aux affaires internationales de l'Institut Pasteur, ou à l'établissement français du sang pour faire de la prospective nationale et européenne de type industriel. Alors, je suis évidemment passé par des comités spécialisés, comme le Haut Conseil de la Santé publique, où j'ai passé beaucoup de temps, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Expertise France pour l'international, des sociétés professionnelles ou savantes diverses, par exemple la Société française de santé publique. Aujourd'hui, je suis aussi donc un élu très local, dans une toute petite ville de 750 habitants, et membre de l'association nationale Élus Santé publique et Territoire, ce qui me donne encore une autre vue sur ce lien entre science et décideurs. Alors, je préside la Fondation Charpak, par ailleurs, l'Esprit des Sciences, cofondateur avec 22 proches et abrité par la Fondation de France, toute récente, car nous avons 2 ans d'existence. L'objet de la Fondation, c'est de rapprocher la connaissance scientifique existante des lieux et acteurs de la gouvernance, en particulier au niveau territorial. Ce n'est pas tout à fait pareil que de soutenir de la recherche en cours, mais il y a beaucoup de connaissances existantes. Et à partir du constat d'une faible littératie scientifique de tous les citoyens, et donc a fortiori d'une bonne partie des décideurs, nos travaux se sont tournés aujourd'hui vers les élus locaux.
Alors, je vais dire un mot là-dessus parce qu'on a évoqué, on a touché du doigt ce matin. Rapprochez-vous. On a touché du doigt ce matin, je vais essayer de trouver le bon. Touché du doigt ce matin ce sujet des élus locaux. Et ma question principale, c'est surtout, elle est posée aux experts et scientifiques des territoires, c'est quelles expertises, quelles connaissances scientifiques déjà établies ou à construire peuvent rendre service aux décideurs territoriaux, en particulier pour qu'ils puissent exercer au mieux leur rôle d'interface avec les citoyens. Alors je rappelle qu'il y a 500 000 élus locaux en France. Ils sont renouvelés partiellement à chaque élection. Ce sont des citoyens ordinaires qui n'ont pas été élus pour une expertise scientifique ou technique spécifique. Ils représentent donc bien les citoyens français en termes de littératie scientifique. Mais une fois élus, ils se trouvent dans une position très particulière. Ils sont sollicités en première ligne par les citoyens sur tout ce qui touche leur territoire. Ils ne sont pas experts, mais doivent avoir une forme de réponse à tout, même s'ils n'ont pas de mandat de décision explicite sur la plupart des dossiers. Dans la plupart des grands chantiers et enjeux du quotidien, la science est omniprésente, celle des déterminants de la santé et de l'environnement en particulier, 5G, antennes, radon, qualité de l'air, pesticides et autres polluants, risques industriels, méthanisation, qualité de l'eau, stations d'épuration, gestion des déchets, urbanisme pour la santé, mobilité, activité physique, etc. Il y a toujours de la science et de la santé. Quels outils peuvent leur permettre d'exercer solidement leur mandat sans passer à côté de la connaissance scientifique et technique, sans les transformer en experts, mais sans les abandonner à un rôle d'intermédiaire obligé des projets institutionnels dans leur territoire, et sans les faire passer pour des incapables et des ignorants vis-à-vis des citoyens qui les ont élus. Alors parfois ils bottent en touche, débrouillez-vous entre experts et décideurs au plus haut niveau, disent-ils. Au pire, ils ont des opinions, des certitudes, et parfois très définitives. Leurs besoins et leurs questions sont-ils analysés? On dira oui, peut-être, à l'exemple de certains des projets évoqués aujourd'hui. Il y a plein de pistes, de projets territoriaux, des expériences, des succès réels. Mais cela fait-il une organisation pérenne et bien répartie de ce besoin pour eux, en particulier d'une littératie opérationnelle de la connaissance scientifique? Par exemple, dans les projets de recherche participative, et on en a évoqué quelques-uns, a-t-on déjà invité systématiquement des élus des mêmes territoires à participer? Ma réponse, elle serait plutôt non pour l'instant. N'oublions pas en miroir le sujet de la synthèse systématique de la connaissance scientifique, probablement objet de recherche en soi-même et pas suffisamment considéré par les chercheurs eux-mêmes. Le GIEC est sûrement un bon exemple d'avancée significative en la matière. La connaissance d'un côté apportée aux décideurs, la synthèse de la connaissance, ou bien des agences et institutions diverses dont la mission est la synthèse de la connaissance pour alimenter l'expertise. Alors on en parle parfois en bien, parfois en mal, la HAS, Santé publique France, l'ANSES, des sociétés savantes diverses. Car la connaissance scientifique est une jungle formidablement vivante. Par exemple, il y a eu pas loin d'1 million d'articles scientifiques sur la Covid dans des revues à comité de lecture depuis 2020. Qui peut lire toute cette connaissance, toute cette littérature? Cette production de connaissances scientifiques, elle est mondialisée, immédiatement transmise, et ses résultats sont à portée de main de tous les chercheurs, mais aussi de la société au sens large. C'est, à mon avis, un progrès incroyable lié à des outils numériques. Dans les millénaires passés, il pouvait s'écouler 1 ou 2 siècles pour qu'une connaissance arrive à ceux qui en avaient l'intérêt. Mais attention, car la désinformation parfois organisée devient aussi plus facile par des individus ou par des groupes. Et si l'expertise sur nombre de sujets, y compris environnement, santé, est parfois presque pléthorique, la cartographie de sa disponibilité dans les territoires n'est pas claire, pas toujours dans un format adapté aux questions que les décideurs locaux se posent, et pas toujours au bon moment. Je vous donne simplement je vais vous donner 2-3 exemples. J'ai encore un tout petit peu de temps. Quand j'étais à l'OMS, un ministre de la Santé d'un pays nouvellement entré dans l'Union européenne est venu voir le directeur en lui disant il faut combien de lits pour mon pays, combien de lits par habitant pour mon pays? Je suis en train de faire une réforme. Vous publiez plein de rapports d'expertise, de benchmark, de tout ce que vous voulez. Il y a des experts. Est-ce que vous pouvez me dire combien il faut de lits pour mon pays? Réponse de nos experts,
c'est une mauvaise question, monsieur le ministre. Le directeur a piqué une crise et on est reparti en sens inverse en disant la question n'est pas mauvaise, les experts ont raison, un lit d'hôpital, ça ne veut rien dire. Donc, reprenons nos conseils et notre expertise dans un sens qui permet de répondre à ce genre de questions. Et je vais un peu plus loin. Dans une expérience que j'ai eue récemment à l'Association des maires d'Île-de-France, où j'ai assisté à une commission santé, et on parlait de la qualité de l'air et des aspects réglementaires autour de la qualité de l'air. Et par exemple, dans les classes, on mesure le CO2, et quand il y en a trop, on ouvre la fenêtre. Et le maire d'une petite commune rurale a dit « Mais moi, mon problème, il est un peu différent. C'est que de temps en temps, les agriculteurs font de l'épandage, il y a des produits dans l'air. Est-ce qu'on pourrait pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut fermer les fenêtres et colmater pour que ça ne rentre pas à l'intérieur ?» Et il n'y a pas de réponse réglementaire, il n'y a pas de réponse scientifique très claire là-dessus. Donc on n'a pas de réponse à une vraie question posée, précise, qui mériterait d'être regardée. Autre exemple vécu, dans ma petite ville, il y a un projet de méthanisation agricole porté par 3 agriculteurs. Ils ont déposé un dossier sans parler à personne, qui a été accepté par la préfecture. Aujourd'hui, il y a une association qui regroupe 1/3 des habitants qui a porté plainte contre l'autorisation en disant que la pollution par les gaz va être dramatique, que ça va empoisonner les enfants, qu'il y aura des jours où on ne pourra pas sortir de nos maisons, etc. Au sein du conseil municipal, la moitié est pour, la moitié est contre, sans le dire, personne ne parle. Et pourtant, il y a une somme de synthèse d'expertise plutôt bien faite sur le sujet, mais clairement, pour les membres du conseil municipal, s'avancer sur la consultation même de l'expertise est déjà un acte engageant. Et donc, cette question-là, elle rejaillit quand, comme récemment, on a une demande du gouvernement de préciser des zones d'accélération des énergies renouvelables. Parce que, évidemment, la méthanisation fait partie des énergies renouvelables. Et donc, ça provoque une crise majeure dans laquelle la discussion sur la connaissance scientifique n'est plus possible parce que tout est bloqué. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter que ce genre de choses arrivent? Comment est-ce qu'on travaille en amont avec les élus? Comment est-ce qu'on amène les élus à être un peu plus outillés pour pouvoir répondre à ces questions-là? Alors, je ne vais pas vous dire beaucoup, simplement que le maire a fait un pas qui me fait plaisir, mais pas pour me faire plaisir. Il m'a demandé de faire un petit topo sur les relations entre l'environnement et la santé, parce que ça paraît évident pour personne. Donc je reviens à la littératie des citoyens en général sur les questions scientifiques, sur l'environnement, sur la santé. On est dans un pays où on ne peut pas dire qu'il y ait une littératie absolument extraordinaire de la population. Et donc il faut repartir à zéro sur un certain nombre de choses. Et c'est un enjeu que ne résolvent pas forcément les projets tels qu'on les conçoit en les amenant de façon un peu verticale dans les territoires. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Peut-être, Paola, tu peux parler un peu justement du lien entre science et société, de l'intérêt, et puis en présentant un peu ta structure. Oui, tout à fait, je vais présenter parce que du coup, voilà, je vais laisser la parole ensuite aux autres intervenants de la table ronde, mais juste pour que vous soyez un peu qui je suis et c'est quoi ce Sciencis sur l'affiche. Donc, je vais faire pareil, je vais raconter ma vie. Donc, en fait, moi, ça va être peut-être un petit peu plus court. En fait, il y a une quinzaine d'années, je finissais mes études et on m'a demandé
de réaliser dans le cadre de mon stage un colloque sur la santé-environnement et en particulier sur la pollution de l'air en Île-de-France. Et ce colloque-là, ça m'a permis de rencontrer plein de gens formidables qui travaillaient en particulier sur les questions de recherche, mais aussi sur les territoires et le lien entre recherche et territoire sur la qualité de l'air. Et à la suite de ce colloque, quand je suis rentrée, je me suis dit mince, c'est fini. Et en fait, non, c'était pas fini. L'année d'après, on m'a demandé de monter un réseau de recherche en santé-environnement dans un objectif de le labelliser au niveau de la région Île-de-France. On en reparlera un petit peu après. Donc, j'ai travaillé au tout début de ma carrière professionnelle sur ce lien entre recherche, territoire, santé-environnement. Donc, ça m'a un peu suivi tout au long de ces 15 années. Par la suite, donc oui, juste sur ce lien-là, c'est qu'en fait, c'était monté au tout début dans le cadre local autour de l'université, parce que moi, je travaillais dans un laboratoire de recherche. L'université souhaitait que ce thème santé-environnement et territoire soit un thème fédérateur pour les équipes interdisciplinaires entre les différentes laboratoires de recherche et formation. Et c'était dans le cadre de la préfiguration aussi de l'université Paris-Saclay. Et l'objectif, c'était que ce soit un cadre fédérateur pour les acteurs au sein de la grande université et plus largement au niveau Île-de-France de créer cette fédération, ce réseau d'acteurs. Et donc, voilà, tout ça, ça m'avait conduit à la création de ce réseau. Et plus tard, donc, j'ai continué mon travail sur le lien médiation, sciences et société. Donc, j'étais bénévole en parallèle de tout ça à une association qui faisait du lien entre sciences et société au sens large. Donc, j'ai travaillé après pendant 10 ans dans des associations qui allaient à la rencontre des publics et en particulier de ceux qui sont le plus éloignés des sciences. Donc on a parlé tout à l'heure des quartiers politiques de la ville, des acteurs qu'il faut aller chercher. Donc en particulier, j'avais porté pour le territoire de l'Essonne le projet Question des sciences enjeux citoyens, qui était un projet régional et qui avait pour objectif de faire ce lien entre sciences et société en faisant un peu dans l'idée de l'université populaire de Bagnolet, c'était avant. On imaginait d'aller pas chez les gens, mais dans des structures de type maison de quartier, centre social, prison. On est allé à la prison de Fleury-Mérogis pour parler de sciences sur différents sujets. Donc il y avait des chercheurs qui intervenaient, qui ont rencontré les différentes classes de la population, vraiment au sens très large. Et l'idée, c'était de rapprocher, en fait, dans cette idée de littératie des sciences, d'essayer d'entendre en fait les questions des citoyens pour que les scientifiques puissent aussi y répondre. Et donc, après cette expérience associative et au niveau du lien avec la recherche, j'ai décidé de créer Sciencis. Donc, depuis l'année dernière, c'est tout récent, 2022. Donc, c'est une structure qui a pour objectif de créer le lien entre science et société. Donc, Sciencis, ça veut dire science, innovation, société. Et l'idée, c'est d'innover, de créer un peu une rustine là où il y a des manques, que ce soit au niveau des organismes, au niveau des associations, au niveau des différentes structures qui composent la société pour pouvoir faire ce lien entre sciences et société. Et donc, voilà, donc on mène un certain nombre de projets. On se rapproche aussi des recherches-actions, des recherches participatives. On travaille en particulier, je vais citer le projet avec l'Université de Cergy, dans le cadre d'un projet de sciences participatives que l'université mène pour essayer de l'amener aussi auprès des entreprises. Parce que du coup, l'idée, c'est aussi de toucher le public des salariés des entreprises, qu'ils se rapprochent aussi des sciences et qu'ils comprennent un peu ce qu'il y a derrière. En particulier sur les thématiques de climat et des actions avec l'Université de Paris-Nanterre pour des conseils scientifiques externalisés pour pouvoir justement conseiller les entreprises et les organisations grâce à des professionnels de la recherche. Et Sciencis, du coup, appartient au réseau Graines Île-de-France
que je co-préside en tant que coprésidente au partenariat. Donc c'est le réseau des acteurs d'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc Sciency, c'est un peu par mon parcours proche de l'aspect environnement et en particulier environnement et santé, mais du coup on intervient dans ce réseau et du coup c'est à peu près 150 structures, c'est des collectivités territoriales, des associations, des entreprises, donc il y a des collectivités territoriales comme des départements, des villes, et le Graine Île-de-France, c'est un réseau régional, il y a des graines dans toute la France, et l'idée c'est de mettre en réseau les acteurs d'éducation à l'environnement, et on a un volet en particulier sur santé et environnement dans lequel on a développé des formations dans le cadre du PRSE 3, des formations santé et environnement à destination de différents types de publics pour pouvoir diffuser au maximum la santé et environnement, les messages éducatifs en formant les acteurs éducatifs. Donc j'ai été très longue, je vais passer aux questions des intervenants. Sylvie Lemano, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots plus sur vos activités et puis nous rappeler ce que c'est que le CNAM et le HESP? Les acronymes français. Comme les mots qu'on utilise comme littératie. J'espère que tout le monde est familier avec ça. On l'utilise beaucoup. Vous savez, la littératie, c'est tout ce vocabulaire qui est porteur, bien sûr, de sens, comme tout vocabulaire, mais la littératie va plus loin, c'est porteur aussi de comportement. Donc on va dire que la littératie, c'est les mots et les comportements qui vont avec. Et donc la littératie en santé, c'est comprendre suffisamment de mots en santé. Alors pour tous ceux qui sont médicaux, vous pouvez imaginer, testez-le dans votre entourage, que vous pouvez avoir un jargon qui peut être obscur. Et donc c'est arriver à avoir une connaissance minimale pour avoir les bons comportements. Donc on est obligé, la littératie peut toucher n'importe quoi, et notamment ça a démarré sur la littératie informatique. Du coup, la littératie en santé concerne le domaine de la santé. On va mettre littératie partout. Et je vais l'utiliser. Alors, c'est pour ça que je l'ai défini. Je vais l'utiliser aussi. Alors, je vais prendre trois petites minutes. Merci, Paula. Je vais vous répondre tout de suite. Un peu pour interroger et pour répondre, j'en profite. Pour interroger et pour répondre aux intervenants de la table ronde précédente. Parce que dans la recherche, l'idée quand même, c'est d'identifier, ça participe aussi à mes recherches, l'écosystème, un écosystème de la recherche. Cet écosystème, il est fait des parties prenantes. Ça c'est simple, tout le monde le sait. Ah oui, mais c'est les parties prenantes avec des sphères de la plus proche à la plus éloignée. Et on peut trouver dans cet écosystème, imaginons-le, circulaire, avec des ronds, un peu comme un oignon. Dans cet écosystème, il y a des zones éloignées, il y a des acteurs éloignés qui vont peut-être être très utiles. Et donc, c'est déjà de l'identifier. Et ça, c'est pas simple. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire aux intervenants précédents. Et puis, les résultats de la recherche. Ces fameux résultats de la recherche, alors, ils vont être partagés. Alors, ce qui use les chercheurs, c'est de dire, on a fait tout le process de recherche, et maintenant, il faut trouver des moyens pour que nos résultats soient partagés. Et donc, ça participe à l'écosystème. C'est-à-dire, une fois que les résultats sont sortis, on va dire, ils sont en open source. OK. Mais où ? Si on va chercher les maires, par exemple, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont les chercher où ? On va leur dire aux maires, ils sont en open source. Allez chercher. C'est ouvert. Bon, ça, c'est comme la science ouverte. La science ouverte, vous voyez, si je n'ai pas la littératie de l'autre côté, elle peut toujours être ouverte, la science. Je vais regarder, je ne vais rien comprendre. Et ça, rien comprendre, ça a 2 effets. C'est que non seulement ça m'ennuie, mais en plus ça m'inquiète sur mon niveau. Parce que si je n'ai pas compris, c'est que pas un bon niveau. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se retrouver dans cette situation-là. Et que donc il y a un petit moment, je vais y revenir, il y a un petit moment là, dans la transmission de la recherche, qui est fondamental et qui est important et qui appartient à ma discipline la plupart du temps, puisque ma discipline, c'est les sciences de l'information et de la communication. SIC, SIC, on dit. C'est une vraie discipline, elle a un CNU,
Elle existe vraiment. Donc c'est une discipline qui est plus récente, elle date de la fin des années 70, elle arrive après, dans les sciences humaines et sociales, elle arrive après la psychologie, après la sociologie. Bon. Et les sciences humaines et sociales regardent un peu les sciences de l'information et de la communication bizarrement, parce que sciences de l'information et de la communication, il y a information. Et dans l'information, on a des techniciens, on a des gens qui sont des experts du numérique, mais qui ont une version aussi sciences humaines. Donc, c'est ce qu'on n'avait pas dans les sciences humaines et sociales en général, à part certaines disciplines statistiques de la sociologie, par exemple. Voilà, pour donner un exemple d'une discipline un peu borderline, entre ce qui est technique et ce qui est véritablement sciences humaines. Donc voilà, ça c'est une discipline qui peut être utile à tous les chercheurs, sachant que diffuser ces résultats de la recherche, c'est donner, pas un outil, c'est donner l'outil de la décision politique. Sans ces résultats, il n'y a pas d'outil de décision. Il y a de l'opinion, il y a de la croyance, mais il n'y a pas d'outil de décision. Ça s'appelle une information scientifique. Si elle est scientifique, elle est scientifique. Alors après, on pourra y revenir, hein, le quantique est revenu sur Einstein. Enfin, ok, mais en attendant, il faut qu'on ait une certaine stabilité pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire passer ces informations. Donc il va falloir tout le temps les vérifier et pouvoir s'appuyer sur elles. Et ensuite, il y a le partage de ces résultats. Et ça, c'est le principe du réseau. C'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à être ici. J'étais là l'année dernière et je suis encore avec vous parce que je pense vraiment que des résultats de recherche se retrouvent d'un côté. Il est tout à fait possible que d'un autre côté, on fasse la même recherche et on ait les mêmes résultats. Et ça empêche d'avancer vite. Alors évidemment, communiquer le plus possible, on a déjà l'open source, ok, mais trouver des moyens, et c'est la discussion qu'on avait eue lors de la construction du PRSE 4, dont Célia a parlé. C'est-à-dire, à un moment donné, on va bien trouver un moyen pour les poser quelque part, ces résultats, pour qu'on arrête de chercher sur les mêmes choses. Alors, évidemment, ça va faire quelques désespérances de doctorants. Vous savez, quand les doctorants ils commencent leur thèse comme ça, et puis, à un moment donné, ils trouvent le bouquin qui a fait exactement ce qu'ils font dans la thèse. Et ça, c'est fatal pour le moral. Parce qu'évidemment, ça réoriente la recherche en disant c'est quoi l'originalité de ma recherche, si ça a déjà été dit. Bon, je caricature un peu, mais c'est ça qu'on voudrait éviter en partageant les résultats de la recherche. Alors effectivement, moi, je vais partir du macro pour arriver au micro. Le micro, c'est moi. Le macro, c'est les structures qui sont autour de moi. Donc, je suis effectivement professeure au Conservatoire national des arts et métiers. Alors, c'est un lieu d'innovation scientifique depuis 200 ans et un lieu de la formation, on va dire formation tout au long de la vie. C'est l'abbé Grégoire qui l'avait créé et donc c'est aussi un lieu de formation. Ça a été aussi un lieu de formation très, très important dans Paris. Et actuellement, on a toutes les disciplines, y compris les SHS, qui sont rentrées un peu plus tard que les disciplines de l'ingénierie, sauf la médecine. L'école, il n'y a pas de formation de médecin. C'est la seule chose qu'il n'y a pas au Conservatoire national des arts et métiers. Et récemment a été créé quelque chose qui pourra peut-être vous intéresser. La nouvelle administratrice du CNAM a créé ce qu'elle a appelé école de médecine. Bon, je n'étais pas d'accord avec le terme, mais bon, elle a choisi ça. École de médecine et école de la transition écologique. École de médecine réunit tous les chercheurs dans le conservatoire qui travaillent de près ou de loin sur ce qui est médical. Vous allez le trouver, ça va apparaître là en janvier sur le site du CNAM. Et c'est assez intéressant. Et la santé environnementale a une place très importante. Je vais vous expliquer pourquoi. Et école de la transition écologique. Et alors, ce que je trouvais intéressant, c'est que dans les discussions qu'on a eues pour créer ces écoles, je faisais partie du comité, on disait, c'est marrant parce que finalement, la santé environnementale va avoir un pied dans l'école de médecine et un pied dans l'école de la transition écologique. Et c'est bien, c'est encore la santé environnementale qui va faire le lien dans l'histoire. Parce que ça, on ne l'avait pas envisagé. Donc le conservatoire est constitué d'équipes pédagogiques nationales. Alors ça aussi, ça présente un intérêt, c'est que depuis longtemps, cet établissement qui fait partie de la conférence des grandes écoles n'est pas découpé en disciplines. Il est découpé en équipes pédagogiques nationales de sorte à ce que les diplômes se déclinent de façon homogène et qualitative dans tous les départements de France et de Navarre.
Et ça a une particularité, c'est que ces équipes pédagogiques nationales sont thématisées. Moi, j'appartiens à l'équipe 16, qui est l'équipe innovation. Et l'innovation au CNAM, c'est important. Si vous n'avez pas visité le musée du CNAM, allez-y. C'est très amusant. On voit toutes les premières innovations, l'avion, le vélo, l'ordinateur, etc. Et donc, ma discipline, c'est les sciences de l'information et de la communication qui sont dans cette équipe pédagogique. Et donc, moi, je suis reliée en même temps à ma discipline, en même temps à l'innovation. Et je suis donc dans un laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, qui est le DICEN-IDF, dispositif d'information et de communication à l'ère numérique, Île-de-France, dispositif d'information. Et c'est là-dessus qu'on travaille. On crée des dispositifs humains, numériques, pour mettre en lien. Ma discipline est une discipline de médiation, de médiateur, de remédiation, d'intermédiation, de transmédiation. Vous savez, toute cette possibilité de faire passer l'information d'un support à un autre. Le support, il est visuel, il est le podcast, par exemple. Voilà, je demandais s'il était visuel, là il est double, il est visuel et auditif, il aurait pu n'être que visuel. Et donc cette possibilité de passer sur tous les supports, c'est aussi un moyen rapide de communication. Donc moi, mes recherches portent sur la communication organisationnelle, la confiance organisationnelle et l'impact de cette confiance organisationnelle dans les process de travail et les relations hiérarchiques dans les établissements de soins et de santé. Et j'ai fait un focus actuellement avec une collègue, Pascale Delille, qui est là. Bonjour Pascale, qui travaille à la PHP, qui est responsable de la santé environnementale, sur cette santé environnementale. Alors, l'idée, c'est comment informer d'abord, former les personnels de soins à la santé environnementale par la création et l'utilisation de dispositifs infocommunicationnels, des dispositifs matériels, incités et accompagnés par un design collaboratif. Allez, encore un truc, ça c'est comme la littératie. Donc, par un design collaboratif, c'est-à-dire travailler ensemble à la co-construction de tout ce qu'on fait, de ces dispositifs, de ces outils, de ces façons de faire. Et co-construire, ça a quand même une particularité. C'est que, vous savez, j'ai parlé de confiance organisationnelle, ça suppose d'être un peu confortable ensemble, cette co-construction. On ne peut pas co-construire dans le conflit. D'avoir de l'estime les uns pour les autres. La parole de chacun est importante, quel que soit son statut dans l'entreprise. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce qu'à la PHP, par exemple, on peut travailler avec n'importe quel type de personnel ensemble. On n'a pas besoin d'aller chercher le statut. Donc vous voyez, on a plani les relations hiérarchiques, sachant que chacun a un savoir expérientiel professionnel sur lequel on compte. Voilà, donc voilà ce sur quoi je travaille, voilà pourquoi je suis là. Quant à l'EHESP, eh bien c'est notre école de santé publique en France. Et j'ai établi des liens entre l'EHESP et le CNAM pour y être dans son conseil scientifique, parce qu'il y a à l'EHESP, et ça on le savait pas nous au CNAM, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un département santé environnementale qui est dirigé par Nathalie Bonvalot, et des recherches très importantes, notamment sur tout ce qui est exposome et One Health, de Vincent Bessonneau, et ça aussi, c'est un nom important, Vincent Bessonneau, en France. C'est quand même intéressant de le savoir. Voilà les raisons de ma présence ici, et donc, voilà, la recherche, elle sort du coup du laboratoire, elle va infuser les formations nécessairement. Et puis, dans l'esprit de la formation, ça signifie qu'on transmet de la connaissance, et on va même plus loin, c'est que cette transmission de la connaissance, on la donne, la connaissance, grâce à une littératie en santé, grâce à une appropriation, et ensuite la personne qui a la connaissance va transmettre elle-même. Et ça va donner lieu à ce qu'on appelle le lab des intrapreneurs soignants. On pourra en reparler. Voilà globalement. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour faire une petite synthèse
en gros, la mise en relation des chercheurs et des acteurs relais sur les territoires, pour vous, elle doit passer par les professionnels de santé, ou en tout cas, c'est un véhicule important. Anne Varé, maintenant, je passe à vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'ADEME et les relations que l'agence entretient avec la recherche et les territoires ? Et puis nous parler de sa stratégie 2021-2027, c'est ça ? Non, c'est bon là. Voilà. Oui, c'est la stratégie recherche 2021-2027. Mais d'abord, merci d'avoir invité l'ADEME. Je suis désolée, je vous ai rejoint que pour cette table ronde, mais j'ai pu échanger avec Hélène Desquero qui était là toute la journée. Je pense que je vais avoir des propos qui vont faire écho à ce que vous avez pu vous dire aujourd'hui. Alors, voilà, peut-être que vous ne connaissez pas très bien l'ADEME, ce qui serait normal. Donc, historiquement, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui maintenant s'appelle l'Agence de la transition écologique. On est une agence publique de l'État et on est rattaché au ministère de l'énergie, au ministère de l'écologie et au ministère de la recherche. On est donc là pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques de l'État en matière environnementale. Alors quand je dis ça, en fait, c'est un champ qui est extrêmement vaste parce qu'on couvre des sujets qui vont, alors on entend parler de la qualité de l'air, aux questions de sites et sols pollués. On s'intéresse aux enjeux en lien avec les aspects climatiques et donc les aspects énergie, de mobilité, d'habitat, d'alimentation. On couvre toute la thématique des énergies renouvelables. Donc vous voyez que le champ est absolument énorme, avec cet enjeu pour nous de contribuer à initialement atténuer le changement climatique. Et évidemment, aujourd'hui, on est aussi dans une dynamique d'atténuation et d'adaptation, puisque je pense que vous êtes tous, comme nous sommes tous ici plus ou moins des sachants, j'ose espérer que vous avez tous compris qu'on était face à quelque chose d'assez phénoménal et que l'atténuation était nécessaire, mais plus du tout suffisante. L'agence, qu'est-ce que c'est ? En fait, on a des grands fonds qui nous permettent de financer des investissements sur les territoires, et donc on accompagne les collectivités. On a des implantations régionales partout en France. On a gardé même des implantations dans les anciennes régions parce qu'on œuvre au plus près des collectivités pour les aider à mettre en place des projets qui permettent de transitionner, si je puis dire ça comme ça, et donc de déployer des énergies renouvelables, de mettre en place du tri sélectif de déchets, des projets de méthanisation, des projets de photovoltaïque, voilà, tous les sujets qui peuvent porter attention aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment une grosse partie de notre activité. On est aussi opérateur du grand plan d'investissement France 2030. On a des appels à projets, on finance des très très gros projets avec des implantations d'usines pour financer du déploiement de technologies qui vont permettre de réindustrialiser la France sur les sujets de l'hydrogène, de la décarbonation. Et donc, c'est toutes ces activités-là qui sont majeures pour l'État et pour la France. Et en même temps, on a une petite activité à l'ADEME qui vise depuis très très longtemps à accompagner la recherche autour de ces enjeux de l'environnement, de transition écologique plus largement. Et depuis, alors on a un budget qui est annuel de 33 millions d'euros pour ça. Donc en fait, on finance des projets. Et puis, on a une composante en fait santé-environnement depuis des années, parce que évidemment, ça nous a toujours été un fil rouge pour nous, puisque quand on parle de qualité de l'air, on parle de santé. Quand on parle de pollution des sols, on parle de santé. Quand on parle de mobilité, à un moment donné, on parle de santé. Voilà, donc il y a ce point-là. Et puis aussi parce qu'en fait, et ça je pense que c'est vraiment un point qui est majeur, c'est que parler de changement climatique sans parler de santé, ça nous paraît complètement aberrant. Voilà, donc une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, d'une part, on essaye d'avoir des actions dans notre accompagnement des collectivités très pratico-pratiques en lien avec la santé. Alors, on ne va pas rentrer directement par la santé, mais plutôt, par exemple, par des questions d'urbanisme et d'aider les collectivités à s'interroger sur, mais si j'ai des réflexions autour de l'urbanisme, comment ça contribue aussi
à améliorer la santé des habitants. On a des entrées santé autour des sites et sols pollués, par exemple, ou encore des choses qui vous parlent peut-être plus, qui sont très maintenant assez usitées. On a beaucoup travaillé et là en recherche, sur les questions de rafraîchissement et donc des projets de recherche-action participative sur repenser par exemple les cours d'école et qualifier les bénéfices d'un point de vue santé et d'un point de vue rafraîchissement. Et donc pour faire écho à ce qui a été dit, ça nous permet aussi, et donc c'est vraiment la recherche-action là pour le coup, derrière de proposer des outils d'aide à la décision. Et donc typiquement sur cet exemple-là, récemment, on a donc une intrapreneuse de l'ADEME qui a créé une start-up et qui a mis en place tout un dispositif d'accompagnement des collectivités et des élus qui s'appelle Plus fraîche ma ville, qui est un outil interface web qui permet d'aider à la décision sur ces questions de rafraîchissement urbain qui vont avoir des impacts énormes sur la santé, bien évidemment. Ce n'est pas à vous que je dois l'expliquer. Donc voilà, pour vous donner un petit peu la ligne de ce qu'on essaye de faire en accompagnement en matière de recherche, c'est vraiment, en tout cas ce qu'on avait historiquement, ces enjeux plutôt de recherche-action qui nous permettent derrière d'être cohérents avec le fait qu'on est dans l'accompagnement au plus près du terrain et des collectivités. Je parle des collectivités, mais évidemment, on travaille énormément aussi avec les entreprises, alors via le financement du développement, du déploiement et de l'innovation, mais pas que, dans un accompagnement au quotidien. Quand on parle de décarbonation, mais l'enjeu pour les entreprises est évidemment majeur. Alors, vous allez me dire la stratégie recherche dans tout ça, parce qu'il faut bien que j'atterrisse là-dessus, en essayant de ne pas être trop longue. En fait, dans les travaux qu'on avait en matière de recherche, donc sur une période 2014-2020, on avait une approche plutôt de projets technologiques avec un certain nombre de projets de recherche-action dont j'ai pu vous parler. Et on s'est dit, on souhaiterait vraiment que la recherche qu'on accompagne à l'ADEME soit la plus utile possible au terrain et aux acteurs de terrain. Et donc, comment on peut faire pour ça? Donc, on a commencé un peu à regarder. Et de ça est né un dispositif. On appelle ça un dispositif, donc ça fait écho à un certain nombre de termes, co-construction des connaissances pour la transition écologique. On appelle ça le dispositif CO3, et qui est en fait un dispositif qu'on a conçu pour accompagner la recherche participative. Parce qu'on s'est dit vraiment, la recherche participative, il nous semble que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et en fait, c'est un dispositif expérimental. Donc c'est un dispositif expérimental où on a en fait accompagné des projets de recherche participative. Et quand je dis accompagner, c'est parce qu'en fait, on a fait en sorte que ces projets soient accompagnés par de l'intermédiation. Et donc là, pendant 5 ans, on a des projets, alors qu'on a appelé soit émergents, on a aidé des projets à émerger avec de l'intermédiation, ou des projets de recherche matures avec de l'intermédiation. On a un colloque de restitution de la capitalisation de tout ce qu'on a fait la semaine prochaine, les 14 et 15 décembre. C'est à Paris si ça vous intéresse. Donc je ne vais pas m'étaler sur ce qui ressort de ça et tout le travail qu'on a fait de capitalisation, de l'intermédiation, comment ça marche, pourquoi à un moment donné il y a un dialogue qui se crée entre chercheurs et acteurs de la société civile, entre chercheurs et élus, qu'est-ce qui permet que ça fonctionne, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné, pourquoi, etc. On l'abordera pendant 2 jours. Mais fort de ça, nous nous sommes dit, voilà, même sans avoir tiré complètement toutes les leçons, et je pense qu'il nous faudra un certain temps de ce dispositif expérimental, on a souhaité pour notre nouvelle stratégie recherche, donc 2021-2027, capitaliser là-dessus et faire en sorte que vraiment on puisse aller plus loin dans le sens où il nous semble indispensable pour une agence comme l'ADEME que les chercheurs viennent vraiment aider et être en appui de la société et de l'action des territoires. Et donc, on a nos directions régionales dont je vous ai parlé. Dans ces directions régionales, il y a des personnes qui ne sont pas forcément des chercheurs, même pas du tout, qui n'ont pas cette entrée recherche et qui pourtant ont bien cette vision et ce levier et surtout qui ont cette relation quotidienne aux collectivités et aux élus. Et donc, on a voulu aller un cran plus loin. On s'est dit qu'il faut vraiment que dans la manière dont on aborde la recherche, on permette de s'ancrer dans les territoires et d'aller accompagner les problématiques et les enjeux dont vous parliez au plus près des territoires et des élus.
Et donc ça, c'est tout le fil rouge de notre stratégie. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on souhaite, et on a commencé dans certaines régions, dans certains territoires, travailler avec des acteurs qui vont à la fois nous aider à capitaliser et à faire le travail de traduction dont vous avez parlé. Donc typiquement en PACA, on travaille avec une émanation locale du GIEC qui s'appelle le GREC Sud. Donc c'est des chercheurs en fait qui depuis longtemps savent travailler à faire des documents qui sont appropriables par tous. Donc à la fois, ils vont nous aider dans ce transfert de la connaissance, même si j'aime pas le mot transfert parce que c'est vraiment une idée, vous l'avez très bien dit, d'appropriation par les élus pour qu'ils puissent passer à l'action. Et également, on va travailler avec eux et on est en train de commencer en créant des ateliers. Donc on a une cartographie, ils sont en train de terminer une cartographie, vous l'avez dit, des acteurs locaux de la recherche, une cartographie des collectivités, de leur façon de fonctionner, leur intérêt pour la R&D. Et donc on va lancer des ateliers où ils vont essayer de jouer ce rôle d'intermédiation et de créer un dialogue et d'identifier des problématiques portées par les élus qui pourraient être éclairées par la recherche. Tout ne relève pas de la recherche, bien évidemment, mais qui pourraient être éclairées par la recherche. Et on a dans l'idée que ça permette aussi de faire émerger des projets co-construits de recherche qu'on accompagnera si c'est pertinent. Et ça, on est en train on va lancer la même dynamique sur Strasbourg avec l'UNISTRA, puisque l'UNISTRA a un projet très particulier financé via le PIA qui s'appelle Opus, qui relève de cette dynamique, mais ils n'avaient pas une entrée transition écologique, donc on collabore avec eux pour prendre cette entrée transition écologique et développement durable. Et on travaille également à Lille avec la boutique des sciences de Lille qui est rattachée à l'université pour créer cette dynamique, et on espère bien la déployer petit à petit dans d'autres territoires. Et donc, je crois que ça fait vraiment écho à tout ce que vous avez pu dire. Alors maintenant, c'est pas simple, mais on pense que c'est vraiment indispensable parce que on souhaiterait vraiment qu'on puisse faire en sorte que, je ne dis pas qu'on arrête de produire des énièmes rapports de synthèse ou de recueil de fiches projets, parce que ça, on le fait, on sait très bien le faire, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant et qu'il y a urgence. Alors tout le monde dit, bah oui, mais l'intermédiation, c'est long, ça prend du temps. C'est vrai, mais ça ne prend pas tant de temps que ça. On l'a vu avec le dispositif CO3, on arrive quand même à faire des choses au bout de 4-5 ans. Donc, ce n'est pas non plus, c'est pas 10 ans non plus. Et puis, on ne va pas le faire sur tout. Donc, on a identifié des sujets prioritaires sur lesquels on veut pouvoir travailler et faire en sorte que ce dialogue science-société qu'on va créer localement puisse se focaliser. Et notamment, donc, on a en tête 4 grandes thématiques, mais notamment, il y en a une autour des impacts, et notamment de pouvoir aborder la notion des impacts avec une vision multicritère, donc de concilier évidemment pour nous les impacts environnementaux, mais aussi les impacts socio-économiques et les impacts sanitaires, et dans l'idée de dire il faut qu'on ait des projets qui nous permettent d'aller sur des outils d'aide à la décision disponibles pour les élus pour qu'ils puissent faire des choix rationnels et éclairés quand ils en ont besoin. Et on a quelques projets comme ça qui se lancent. Donc, je crois que j'y avais l'Institut éco-citoyen ce matin qui travaille avec nous sur un projet Evalvi qui vise à produire des indices de vulnérabilité de territoire. Donc, il travaille sur 3 territoires contrastés, notamment à Fos et dans la région de Marseille. Donc, pour avoir derrière une grille d'aide à la décision basée sur des indices de vulnérabilité dans ce cas-là, dans ce cadre-là environnemental. C'est un exemple parmi d'autres. Je ne vais pas prendre le temps de vous parler de tous les sujets qu'on a en tête, mais voilà, c'était pour vous donner une idée de ce qu'on essaye de mettre en place. Et pour finir, c'est assez ambitieux, mais on est très ouvert. Donc, si vous êtes intéressé par rejoindre cette dynamique, que ce soit en tant que chercheur ou en tant que structure de l'intermédiation, n'hésitez pas, parce qu'on aimerait vraiment pouvoir avancer avec des gens motivés et surtout qui connaissent ces sujets de l'intermédiation. Ce n'est pas quelque chose qui s'invente et c'est un vrai métier. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. On va passer la parole à Franceline Marano. Donc, nous, on s'est rencontrés il y a 15 ans, voilà, ouais. Pas mal de temps. Donc, effectivement, quand on montait ce réseau dont j'ai parlé tout à l'heure sur santé, environnement, toxicologie, donc qui est devenu un DIM, un domaine d'intérêt majeur. Donc, c'était un financement de la recherche par la région Île-de-France. Donc, les DIM existent toujours, mais il y en a plus de santé, environnement, toxicologie. Il y en a d'autres.
d'autres. Et la région Île-de-France a développé aussi les KIM, les questions d'intérêt majeur, qui là répondent à des questions un peu plus précises, un peu ce qu'évoquait tout à l'heure Yves Charpak sur une question précise d'un territoire pour pouvoir y répondre avec les chercheurs. Est-ce que vous pourrez revenir brièvement sur votre parcours hybride de chercheuse et de personnalité publique impliquée dans la définition et le suivi des politiques de santé-environnement, et est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez retenu justement de ce DIM santé-environnement-toxicologie ? Oui, merci. D'abord, merci de m'avoir invité. Donc c'est vrai que j'ai un parcours hybride. D'abord, vous avez entendu, je suis professeur de biologie cellulaire. Alors on se dit, pourquoi un professeur de biologie cellulaire se trouve ici, là, ça paraît bizarre. C'est que, quand je suis professeur émérite, donc vous imaginez que ça fait pas mal d'années que je traîne partout dans des colloques et sur les bandes universitaires, devant ou derrière. Alors, en fait, j'ai commencé, moi, la biologie cellulaire à cause de Monod Jacob et de leur prix Nobel. C'était l'explosion, en fait, comme l'ont vécu les physiciens au début du XXe siècle, c'était l'explosion des connaissances sur le fonctionnement du vivant. Extraordinaire, parce que quand je vois les livres que j'avais quand j'étais étudiante, dans les années 60-70, et les livres que j'ai eus en fin de parcours quand j'ai pris ma retraite, il n'y avait plus rien à voir. La connaissance avait totalement explosé. La connaissance sur le fonctionnement le plus fin des cellules, associée aussi au fonctionnement génétique, donc toutes les connaissances sur le génome. Et j'aurais pu rester, effectivement, sur cette thématique. J'étais nommée professeur de biologie cellulaire, donc j'aurais pu rester sur cette thématique. Mais à côté de ça, il s'est trouvé que j'ai fait une thèse d'abord dite de 3e cycle, puis d'état, sur les mécanismes d'action de la fumée de cigarette. Alors, c'était à l'échelle cellulaire, là, bien sûr, c'est-à-dire comprendre pourquoi la fumée de cigarette avait un impact donc négatif sur la santé respiratoire. Et il se trouve que quand j'ai commencé ces études, effectivement, on savait peu de choses. Et donc, l'approche cellulaire et moléculaire, avec ce type d'investigation, eh bien, il n'y avait quasiment pas de méthode. Il avait fallu tout inventer. De sorte que quand j'ai terminé tout ce travail, eh bien, je me suis dit, je vais aller plus loin. Et puis, il y a tous ces polluants environnementaux dont on commençait à parler, mais dont on ne comprenait absolument pas comment ils agissaient. Donc, j'ai fait partie de ceux qui, en France, même au niveau international, ont développé des recherches sur les mécanismes d'action des polluants de l'environnement. Et à partir de la fumée de cigarette, eh bien, tout naturellement, j'ai créé une équipe de recherche sur ces sujets, sur le campus de Jussieu. Il y avait toute la problématique de l'amiante à l'époque, je l'ai évoqué tout à l'heure, et donc avec Henri Pézra en particulier, comprendre les mécanismes d'action de l'amiante au niveau des cellules. Et puis après, on est allé aux particules diesel. Et donc, je remercie l'ADEME qui nous a permis, sur un financement entre Renault, l'entreprise Renault qui se posait des questions, pourquoi est-ce que les particules diesel posent des problèmes de santé ? Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ? Est-ce que c'est sûr que ça soit bien ça d'ailleurs ? Et donc l'ADEME qui a cofinancé, on a fait trois thèses, d'abord 2 sur les particules diesel, puis ensuite une sur la pollution particulaire atmosphérique. Parce que est-ce que ce sont les particules diesel qui sont bien responsables des impacts sanitaires ? Dieu sait s'il y avait des débats à l'époque. Donc voilà, tout naturellement, à travers donc, au départ une recherche très fondamentale, je suis arrivée à devenir une des expertes dans le domaine des mécanismes, enfin de la ce qu'on appelle la toxicologie environnementale. Et c'est justement pour ça, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, qu'on m'a demandé de rentrer dans des groupes d'experts. Et on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. On n'a pas parlé de l'expertise. En fait, la recherche, c'est très important, bien sûr, pour fournir les connaissances. Ensuite, il faut les transférer vers le public. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi les transférer vers les
les agences, vers les politiques. Et ce transfert, ça se fait en général via des groupes d'experts qu'on va trouver dans les agences, l'ANSES par exemple, donc Santé publique France actuellement, ou la HAS, etc. Donc ce sont des chercheurs qui décident de consacrer une partie de leur temps pour aller dans ces groupes d'experts où leurs connaissances très spécifiques sur des sujets donnés et dans des groupes pluridisciplinaires vont permettre ensuite de se faire une idée d'une problématique plus large. Et ça, j'ai commencé ce travail d'expertise très tôt, justement parce qu'on n'était pas si nombreux que ça et qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, donc on demandait toujours aux mêmes d'ailleurs. Alors j'ai commencé en fait dans un programme de recherche qui est en train de se terminer, mais j'ai appris qu'il allait changer de nom simplement, qui s'appelle PRIMCAL. C'était au moment où on se disait dans les années 90, oh mais la pollution atmosphérique, ça a des effets sur la santé, mais il faut en savoir plus. C'était pluridisciplinaire. Alors au départ, le travail se faisait en silo, hein. C'est-à-dire que chaque expert était spécialiste d'un domaine. Il y avait les météorologistes, il y avait les physiciens de l'atmosphère, il y avait les chimistes de l'atmosphère, il y avait les cliniciens, il y avait les épidémiologistes, il y avait les toxicologues donc, qui travaillaient sur l'animal, ceux qui travaillaient sur des cellules, dont je faisais partie. On travaillait chacun comme ça, les uns à côté des autres. Et c'est ce programme PRIMCAL auquel participait déjà l'ADEME, hein, de façon très... Oui, c'est ce programme qui a en fait incité les chercheurs à travailler de façon pluridisciplinaire. Et donc, dans le domaine santé-environnement, il y a quelque chose qui est absolument essentiel, c'est le travail pluridisciplinaire. Vous ne pouvez pas actuellement proposer un projet de recherche à l'ANSES, à l'ANR, l'Agence nationale de recherche, ou au niveau de l'Europe, si vous n'êtes pas dans le cadre d'un réseau pluridisciplinaire. Chacun apporte ses compétences et donc c'est l'ensemble qui va permettre de répondre à la question posée. Alors c'est là que la question de la communication entre les différentes disciplines se pose. Ça a été évoqué ce matin. Moi, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, là vraiment. C'était sur les particules diesel, justement. C'était la première thèse d'une chercheuse qui est toujours dans le labo, qui est devenue une des spécialistes au niveau international sur les nanoparticules, Sonia Bolland. Elle commençait sa thèse avec moi. Eh bien, on devait faire ça avec les ingénieurs motoristes de chez Renault. Donc, il fallait récupérer ces particules. Nous étions, nous, des biologistes cellulaires. Bon, bien sûr, avec des méthodes pour essayer de comprendre les mécanismes d'action. Les motoristes de chez Renault, vous imaginez, c'était pas du tout ça. Hein. Ils ne savaient même pas ce que c'était qu'une cellule. Hein. Donc, on allait sur les sites où ils faisaient des études pour les nouveaux moteurs, hein, donc à côté là, du centre voilà, de Guyancourt, mais ce n'était pas sur Guyancourt. Bon, voilà, il y avait des grands moteurs. C'était la première fois que je voyais ça. Moi, je ne connaissais pas ce que c'était qu'un grand moteur. Il fallait récupérer les particules. Il nous avait associé un jeune chercheur qui était ingénieur de centrale. Et donc, il fallait coupler l'étudiante en biologie cellulaire et le chercheur de centrale qui devait travailler sur les particules pour qu'ils mettent ensemble donc ils développent des méthodes. Première chose, ils ne comprenaient pas ce qu'on disait, les chercheurs, les motoristes de chez Renault, et nous ne comprenions pas ce qu'ils disaient aussi. La première phase, ça a été donc l'acculturation. Et l'acculturation, ça n'a pas duré 10 ans. Hein. Ça a été assez rapide. Hein. On a réussi à se trouver un langage commun et on a réussi à développer des méthodes qui ensuite ont été publiées et qui ont été réutilisées en fait par quasiment tous les chercheurs qui travaillaient dans le domaine des particules, comment récupérer sur les filtres, ensuite les désorber, les remettre en suspension. Et tout ça, il y a eu tout un travail méthodologique avec un physicien sortant donc de Centrale et une biologie cellulaire sortant de l'université Paris Diderot. Vous voyez, donc on arrive à faire ce travail-là.
à condition d'avoir l'envie d'échanger, de travailler ensemble. Et quand on a terminé ce premier travail de doctorat, eh bien, je vous assure que les motoristes de chez Renault avaient compris les problématiques qui étaient associées à cette toxicité des particules diesel, pour essayer de faire évoluer leurs propres recherches. Et nous avions compris les problèmes qui se posaient en termes de motorisation. C'est un exemple. J'en aurais beaucoup d'autres à évoquer. Alors, en dehors de ça, ensuite, j'ai participé à la mise en place de l'agence l'AFSE, la première agence française de santé et environnement, qui ensuite est devenue l'AFSET. J'étais la première présidente du conseil scientifique. Et ensuite, je suis rentrée au Haut Conseil de santé publique où j'ai passé 15 ans, où j'ai appris des masses de choses, justement, sur tout ce qui est l'expertise. Parce que l'expertise, c'est aussi un métier. Les chercheurs doivent, à mon avis, passer un peu de temps, sauf ceux qui sont vraiment branchés sur une recherche ultra fondamentale, et encore, pour aider en fait à ceux qui ont besoin de prendre des décisions, donc aider à comprendre les thématiques sur lesquelles ils travaillent, et donc comment ça doit permettre ensuite la prise de décision. Alors ça, c'est le côté, effectivement, vers les décideurs. Mais il y a aussi la communication vers le public dont on a parlé beaucoup. Effectivement, là, alors, tous les chercheurs ne sont pas doués pour ça, il faut bien le dire. Il y en a qui savent faire mieux que d'autres, qui savent communiquer, mais il y a besoin de cette intermédiation dont vous avez parlé, madame. Et c'est vrai qu'un chercheur très fondamentaliste aura beaucoup de mal à faire cette intermédiation. Dans les domaines de la santé environnementale, par contre, tous mes collègues savent faire ça. Ils savent expliquer, non seulement aux politiques, ça nous arrive très souvent d'être auditionnés, pas dans le cadre d'enquêtes parlementaires. Moi, cette année, j'ai dû l'être 3 fois. Donc, on sait faire passer les messages. Mais il faut avoir envie de le faire, bien évidemment, et puis communiquer également vers le public. Alors, les DIM, peut-être dire un mot effectivement de ce DIM. Alors, les domaines d'intérêt majeurs de l'Île-de-France, effectivement, j'ai participé à la mise en place de ce DIM santé-environnement, qui a, en fait, il a duré environ 7 ans. C'était au moment où on se posait beaucoup de questions justement sur cette relation santé-environnement dans la région Île-de-France. Il a démarré en 2006. Il y a eu d'abord 2 ans pendant lesquels il y a eu des financements. L'intérêt, c'était justement ce réseau interdisciplinaire qu'il fallait mettre en place. Il y avait beaucoup de petites équipes en Île-de-France qui travaillaient dans ce domaine, qui allaient, comme je l'ai évoqué, des chercheurs qui faisaient de la métrologie, des physico-chimistes, de l'air, de l'eau, des sols. Il y avait aussi des chercheurs comme nous qui étions des toxicologues de l'environnement. Il y avait des cliniciens qui s'intéressaient à l'impact santé-environnement. Il y avait des épidémiologistes. Il y avait des sociologues qui voulaient aussi participer à tout cela. Eh bien, ce DIM, il a réussi à mettre en place un réseau d'une 30aine d'équipes où on a pu travailler ensemble pendant, je vous dis, environ 6-7 ans, avec des soutiens à des thèses, des colloques, beaucoup de publications, aussi du transfert vers le public. Et ça s'est arrêté quand on a changé de bord, si je peux dire, c'est-à-dire que c'était pendant la période où c'était la gauche qui dirigeait la région Île-de-France. Quand c'est passé de l'autre côté, ces aspects santé-environnement, on ne les a pas pris en compte de la même façon. Je ne vais pas dire qu'il n'y a plus rien, mais ça n'a pas été pris en considération exactement de la même façon. Ce que je peux dire, par contre, sur les résultats de cela, c'est que, d'une part, cette notion d'exposome a émergé de toutes les discussions que nous avons pu avoir pendant toute cette période. C'est beaucoup venu des équipes Île-de-France, en particulier de Robert Barouki, mais aussi moi, je dois le dire. Nous sommes allés porter cette parole ça n'était pas nous qui avions inventé le terme, c'était
Christopher Wilde, qui dirigeait à ce moment-là le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, qui, pour expliquer donc la façon dont on pouvait considérer que des cancers étaient associés aux expositions environnementales, au lieu de considérer les choses substance par substance, il y avait l'effet cocktail. Au lieu d'utiliser le terme effet cocktail, qu'on utilisait depuis longtemps, il a pris ce terme exposome. L'exposome étant, si vous voulez, en quelque sorte, le pendant du génome. On venait de terminer le séquençage du génome humain et tout ce que j'évoquais en ce qui concerne aussi le fonctionnement des cellules. Et donc l'exposome, c'est ce pendant de l'impact de l'environnement pris au sens large sur le fonctionnement du vivant. Et donc c'est sorti en quelque sorte quand même beaucoup pour l'environnement, la santé environnementale, justement de ce réseau. Je n'irai pas plus. Merci beaucoup, merci pour toutes les présentations. On va laisser la parole au public pour des questions, si vous le voulez. Ouais, alors je vais peut-être sortir un tout petit peu du sujet, mais on voit bien qu'en fait de tout ce qui a été dit là, aujourd'hui, enfin ce matin et cet après-midi, c'est que la mise en collaboration prend du temps. Il faut du temps pour trouver la définition commune, s'acculturer. Il faut du temps pour transformer la connaissance scientifique en la littéralisant. Je ne sais même pas si ça existe ce terme, mais ça prend du temps. Et en fait, on n'a pas parlé de financement. Mais quand on produit de la donnée, enfin quand on est financé, c'est pour produire une donnée scientifique. Et souvent, dans cette production, dans ce projet, dans ce financement, il n'y a pas du tout de temps pour cette acculturation et pour la transformation en fait, de cette connaissance scientifique vers les publics en fait, dédiés, et même au niveau que ce soit les acteurs locaux ou la population plus générale. Et en fait, c'est un vrai problème qui n'a pas été abordé. Mais comment fait-on ? Parce que je pense que c'est aussi un des leviers en fait, qui n'a pas du tout été abordé là. Il faudrait peut-être du coup prévoir la formation des acteurs, des financeurs à la nécessité. Enfin, je fais la question à la réponse, mais juste pour rebondir là-dessus, en fait, typiquement dans le dispositif CO3 de co-construction des connaissances, c'est ce qu'on a fait en fait. Quand on dit qu'on a financé l'émergence de projets, on a financé le temps passé au dialogue. Et on va continuer à le faire, c'est vraiment extrêmement important, vous faites bien de le souligner. Et puis, l'ANR a lancé un appel à projet de recherche participative. On leur a expliqué qu'on pensait que c'était important de financer ça. Après, voilà. Mais c'est un vrai sujet. En tout cas, nous, à l'ADEME, alors on est certes pas un très, très gros financeur, mais quand même, c'est quelque chose qu'on vient continuer à financer. C'est absolument fondamental. Et on essaye de porter la bonne parole. D'ailleurs, l'ANR sera là dans les 2 prochains jours là, de CO3 la semaine prochaine. On le rappellera, évidemment. Merci beaucoup, en tous les cas, pour vos témoignages à la fois très complémentaires, très riches et très inspirants. J'avais une question pour Anne, mais elle va dire que chaque fois que je la vois, je lui pose la même question. Mais donc Anne, vous avez évoqué donc, tous ces projets dans le cadre de la transition écologique. Vous savez que nous, les élus santé, on essaye d'infuser en même temps de la santé-environnement. Donc, est-ce que l'ADEME contribue bien à sensibiliser les collectivités territoriales qu'on ne peut pas faire de la transition écologique si on n'intègre pas des éléments fondamentaux en santé-environnement ? Et quand on ne peut pas aller au colloque ou au congrès de l'ADEME la semaine prochaine, est-ce qu'on peut avoir déjà quelques éléments pour savoir dans quelles circonstances, un peu issues de ces sciences participatives, comment ça fonctionne bien dans les collectivités, dans le colloque singulier qu'ils ont, ou qu'elles ont plutôt avec l'ADEME, qu'est-ce qui ressort quand ça fonctionne bien, etc. Est-ce qu'on peut en avoir un petit aperçu ? Alors, sur la première question, on a nous-mêmes un petit travail à faire là, à l'ADEME. On a changé de gouvernance récemment, donc on a un nouveau PDG et de nouveaux directeurs généraux délégués. On a un petit travail à faire de leur faire comprendre l'intérêt de parler de santé-environnement. Donc on a commencé, mais voilà.
Sachant qu'on a une personne qui vient d'arriver en tant que DGD, qui est une ancienne DGPR et qui a besoin d'être un peu convaincue de l'apport de l'ADEME sur ces sujets. Mais je pense, voilà, je le dis un peu ouvertement parce que je pense que c'est intéressant qu'ils reçoivent aussi des messages par ailleurs, comme quoi quand même c'est un vrai sujet et qu'il n'y a pas beaucoup d'agences qui le portent. Voilà. Ça, c'est le premier point. Mais voilà, le président a très bien réagi à une première note qu'on lui a passée sur le sujet. Donc, je ne doute pas qu'il soit conforté sur l'intérêt d'en parler. Après, il a lancé, comme évoqué au Salon des maires, le réseau d'élus référents qui lui tenait tant à cœur. Donc, dans ce cadre-là, on va essayer donc, c'est un point que je n'ai pas abordé, parce que je n'avais pas le temps de tout aborder. Mais donc, l'idée, c'est ces élus référents de pouvoir leur fournir de la formation, en tout cas de l'information qui leur soit utile à l'action. Et donc, je pense que j'ose espérer qu'on apportera des éléments sur ces questions de santé-environnement à un moment donné. Après, pour vous répondre concrètement sur ce qu'on retient pour l'instant de ce qui ressort de ce qu'on a pu faire sur les recherches participatives, c'est ce que je disais. Alors, bon, Franceline a bien rappelé, il y a la question de la transdisciplinarité que j'ai oublié d'évoquer, mais qui est évidemment absolument fondamentale. C'est-à-dire que tous ces projets de recherche participative font appel à différentes disciplines parce qu'on répond à des questionnements précis, soit d'associations de citoyens ou d'élus. Et donc, de fait, on a rarement une discipline qui peut répondre à la question. Après, sur ce qui fonctionne ou pas, vraiment, ce qu'on a vu, c'est cet aspect d'intermédiation qui est fondamental, que nous, on a essayé d'accompagner. C'est-à-dire qu'en fait, on a... Alors, bon, je rentrais dans rien, mais en fait, on demandait à ce que chaque projet ait une tierce personne dédiée à l'intermédiation. Et ces personnes-là, en fait, on a essayé, nous, de les accompagner, de les former. Alors, on n'a peut-être pas fait ça très, très bien, on n'était peut-être pas assez présents. Mais en tout cas, ce qui ressort des projets, c'est que les projets qui ont donné des résultats, c'est des projets où, en fait, il y a eu une personne qui a fait l'intermédiation, qui a su prendre en charge l'intermédiation, pour aller jusqu'au bout, qui n'était pas forcément la tierce personne que nous, on avait identifiée. Donc, c'est très intéressant et ça rebondit sur ce que disait Franceline. On a des chiffres où ça peut être les chercheurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des chercheurs qui sont très, très embarqués et parce que ça donne aussi du sens, ce qu'ils font, clairement. Et donc, qui prennent à cœur ce rôle d'intermédiation. Et qui le font extrêmement bien. Parfois, c'est plutôt dans les relais, dans les associations, que ça s'est fait. Donc en fait, c'est assez divers, mais on a essayé de faire un petit recueil là, d'une vingtaine de pages qu'on va publier, je pourrais vous le passer, où on décrit ça, parce qu'en fait, selon les types de projets, on a 3 types de projets finalement qui n'ont pas tout à fait les mêmes finalités. Il y en a certains qui vont être plus sur vraiment de la politique publique, d'autres qui sont plutôt sur de l'appropriation, de la montée en compétences. Voilà. Et selon les types de projets, en fait, les types d'intermédiation qui sont mis en place ne sont pas les mêmes. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de vraie solution, mais essayez déjà de vous passer les éléments via ce recueil de 20 pages, même s'il n'est pas tout à fait aller au bout de la capitalisation, peut aider à comprendre ça. Voilà. Vous avez aussi évoqué le fait que c'est difficile de faire passer justement dans les projets concernant la transition écologique ou énergétique les aspects santé. Je vais insister vraiment là-dessus parce que donc c'est ce qu'on a dit d'ailleurs avec des collègues la semaine dernière. Il y avait une journée au ministère de la Santé organisée par l'IGAS où on nous a présenté le plan national de transition écologique et où on s'est dit, d'ailleurs c'est André Sicolet là, qui a été le premier à lever la main, mais il n'était pas le seul. Mais où est la santé là-dedans ? Donc, il faut avoir en tête que si on fait tout ça, c'est aussi parce qu'on veut avoir une bonne santé pour la population. Et c'est pour ça que j'étais vraiment contente, moi, de voir que la COP28, là, hier, donc c'était dimanche, grâce à l'OMS, avait mis en avant une journée sur changement climatique et santé. C'est quelque chose qu'on demande depuis le début, en fait, qu'on n'oublie pas que si on veut qu'il n'y ait pas que le changement climatique reste raisonnable, c'est aussi et de façon centrale pour préserver la santé des populations. Il y a bien sûr la biodiversité et c'est lié complètement, d'où One Health, mais la santé des populations. Bonjour, je vous remercie. Madame Marano, je rebondis effectivement sur ce que vous dites. Moi, je m'interrogeais en fait sur la question quand vous parliez de l'acculturation, et puis Monsieur Charpak aussi sur quelque part la réalité des élus quand ils doivent faire face sur tous ces fronts
de ces questions qui relèvent bien sûr des connaissances scientifiques. Et donc, très simplement, c'était pour vous interroger sur voilà, ce que vous portez. Et je pense qu'il y a déjà des actions qui sont engagées sur l'éducation aussi à la santé environnementale dès le plus jeune âge, pour qu'effectivement, ça devienne un état de conscience de tout un chacun. On rentre le numérique, on rentre le digital, on rentre un certain nombre de choses dans les curriculums des enfants. Et ce lien intime d'une seule santé doit aussi complètement intégrer l'éducation au plus jeune âge. Et tout simplement aussi, pour revenir sur ce que Madame de l'ADEME, Anne, vous précisiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement la transformation écologique des territoires, aujourd'hui, elle va appeler ces sujets, et notamment quand on parle de la transformation des métiers, si on veut adresser à la fois à minima la sobriété, qui est quand même la première étape, la circularité, la décarbonation, la régénération. On ne peut pas penser la transformation de ces métiers sans considérer que ces métiers ils devront aussi respecter les compartiments environnementaux, enfin, au sens des compartiments qui sont la base des écosystèmes essentiels en fait. Et c'est là qu'on voit que les territoires, de plus en plus, aujourd'hui, sont les garants et les gardiens de ces écosystèmes essentiels. Et donc les citoyens et les communautés, y compris les activités économiques, en dépendent justement sur la transformation écologique. Et donc c'est pour ça que je m'interrogeais de savoir, on a maintenant une formation santé-environnement qui va être adressée dans les universités de médecine, donc c'est une excellente nouvelle, qui est faite de grande qualité, mais en fait ça doit adresser toutes les filières métiers, absolument toutes les filières métiers. Et c'est vrai que dans les formations de l'école de santé publique en santé-environnement, on avait, il y a déjà un certain nombre d'années, des acteurs qui venaient de l'ingénierie du bâtiment. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait vraiment évidence. Et voilà, donc ça croise tous les secteurs et voilà, une seule santé. Donc le plus tôt pour les enfants. Et je pense qu'en fait, ça répondra en même temps à l'attente sociétale des parents qui ont une demande sociétale forte sur ces sujets. Et ils pourront aussi aborder ces sujets en petit comité. Merci. Alors, je voulais répondre sur l'aspect éducation surtout. Enfin, je mets aussi la casquette graines. Donc, effectivement, c'est une problématique qui nous inquiète depuis le PRSE 3. En Ile-de-France, on est très en retard par rapport à d'autres régions sur les aspects éducation à la santé et environnement. C'est un peu structurel aussi par rapport au fonctionnement de la région où il y a dans d'autres régions, c'est pas mal porté par les IREPS, donc plutôt du côté santé plutôt que du côté environnement. Donc là, on a essayé de le monter au niveau du grain. Et par rapport à ce que vous disiez sur les différents types d'acteurs pour pouvoir toucher les différents publics, y compris les plus jeunes, l'idée c'était de partir sur des formations, mais qui allaient s'adresser à différents types d'acteurs. Donc j'en ai touché un mot juste rapidement, mais l'idée c'est par exemple, on va former les enseignants pour pouvoir toucher les adolescents, pour pouvoir toucher les enfants. On va s'adresser aussi aux animateurs de l'éducation populaire parce que les enfants, il va falloir qu'ils aient plusieurs entrées aussi éducatives et donc ça va être leur enseignant, mais ça va être aussi peut-être leur éducateur sportif quand ils vont aller faire du foot et ça va être aussi peut-être l'animateur de centre de loisirs. Ça peut être aussi pour certaines populations des messages un peu ciblés. Donc en particulier, on a travaillé beaucoup sur les personnes en situation de précarité pour justement répondre à ces fameuses inégalités sociales dont on a parlé aussi un peu plus tôt. Et du coup de pouvoir véhiculer un message à travers ces acteurs vecteurs de messages éducatifs. Donc finalement avoir des éducateurs mais aussi des travailleurs sociaux, des éducateurs jeunes enfants, des agents de collectivités territoriales qu'on a formés cette année sur l'impact des changements climatiques sur la santé pour que quand un habitant va dans la mairie pour faire son passeport, les agents des collectivités territoriales qui passent beaucoup de temps, ils nous le disaient à la formation, ils passent beaucoup de temps avec les habitants parce qu'il y a une vraie demande sociale des habitants pour pouvoir échanger pour certains qui ne sortent pas souvent. On parlait tout à l'heure de ces gens avec qui on n'arrive pas trop à échanger dans le cadre des projets de recherche. On puisse aussi passer du temps avec et puis les sensibiliser sur ces
questions de changement climatique. Donc effectivement, il y a ce côté de médiation des différents acteurs de la société sur des sujets, mais il faut arriver aussi à les former avec des connaissances scientifiques solides. Juste un petit mot peut-être pour répondre sur l'éducation et le fait que nous vivons dans une société qui a, je reviens au mot littératie, qui a une faible littératie en sciences. Et on a un vrai problème de réforme de ce que nous attendons de l'éducation, de l'institution éducation nationale au sens large. Je ne veux pas être trop négatif, mais c'est très très difficile. Les enseignants sont des citoyens aussi comme les autres qui ont appris plus de choses, mais il se trouve que ce qu'on leur demande n'est probablement pas aujourd'hui accessible à faire de façon un peu massive un changement de la façon de le faire, l'aspect multidisciplinaire, on travaille en silo uniquement, on n'avance pas beaucoup sur quand on veut faire quelque chose en plus, c'est simplement en rajoutant des heures, donc des heures pour des enfants qui de toute façon sont tellement saturés d'informations que c'est même plus absorbable. Par contre, il y a pas mal d'ONG qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a il y a des activités parallèles pendant les vacances, pendant les week-ends, des activités d'apprentissage de la méthodologie de la science, de la méthodologie de l'environnement. On sent bien que des outils comme la fresque du climat et des choses comme ça ont un succès incroyable, mais ça ne rentre pas pour l'instant dans le schéma d'organisation de l'éducation nationale. Je pense que c'est un vrai sujet pour le futur. Alors, sauf s'il y a des informations contraires que vous ayez, mais... Dans le cadre de projets que j'évoquais, en fait, on a réussi à monter dans le cadre du PRSE3 une formation avec l'éducation nationale, donc en partenariat avec eux, en les incluant dès le départ. Donc les académies de Créteil et de Versailles, on n'a pas réussi avec celle de Paris. Et l'idée, c'était d'avoir une formation sur la pollution de l'eau. Alors au départ, c'était toutes les pollutions et des enjeux croisés. Et on a réussi à monter une formation qui est dans un cadre d'un parcours développement durable des enseignants. Donc elle est dans la formation continue des enseignants. Donc ça a l'avantage que les enseignants peuvent s'inscrire, c'est dans leur formation professionnelle. Et aujourd'hui, on a réussi à la rendre autonome. Donc ça veut dire on a formé des formateurs éducation nationale pour qu'ils puissent la poursuivre. Nous, notre objectif, clairement, c'est très, très bien d'avoir réussi à ça, mais on voulait aller plus loin. Et dans le cadre du PRSE 4 en particulier, on aimerait pouvoir aller plus loin. On aimerait pouvoir avoir des formations sur les pollutions, mais aussi les bienfaits de l'environnement sur la santé ou les bienfaits de la biodiversité sur la santé. Les aspects aussi, on a travaillé sur la pollution de l'eau, mais pourquoi pas la pollution de l'air, pourquoi pas d'autres types de pollution, la pollution des sols. Il paraît que c'est la journée internationale des sols aujourd'hui. Mais effectivement, toutes ces questions-là, on n'a pas le temps de les aborder avec les enseignants parce que déjà, le fait d'avoir une seule formation, il faut qu'on soit content parce que les inspectrices nous disent mais on ne peut pas faire plus en fait, ça ne rentre pas. Et en plus, il y a un conflit aujourd'hui, vous le savez, les enseignants, on leur demande de venir se former sur leur temps personnel. Donc du coup, au bout d'un moment, tout le monde sature et malheureusement, on arrive à une limite. Mais il y a une question aussi de priorisation d'un certain nombre de sujets. Merci. Je voudrais juste dire un mot sur le financement parce que je pense que c'est un sujet qui est très important je suis assez d'accord, pas assez abordé durant la journée. Il faut savoir que les collectivités financent aussi de la recherche. Ça a été le cas donc du conseil régional via son domaine d'intérêt majeur. Il y a également des financements pour des thèses qu'on appelle en CIFRE. Donc, ce sont des dispositifs de financement dans lesquels à la fois la collectivité et l'État finance un doctorant pour réaliser une thèse dans la collectivité ou dans l'entreprise d'ailleurs, ou même dans les administrations maintenant, puisque a été créé, je crois, en 2022, ce qu'on appelle les COFRA.
Il y a ce type de dispositif qui existe. Il faut aussi que ces acteurs, et on est aussi là pour faire passer des messages, y compris d'ailleurs l'ADEME qui finance les jeunes doctorants, que ces acteurs prennent conscience en effet qu'il faut financer tout le temps de la diffusion de la connaissance et pas seulement financer la recherche en tant que telle ou la thèse en tant que telle. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Peut-être une dernière parce que là on a explosé le temps. Non? Vous avez une remarque? Oui. Juste un petit mot. Je veux dire, je suis tellement d'accord, madame, avec vous sur le fait que ne séparons pas environnement et santé. Si on n'habitait pas sur cette terre, on serait totalement indifférent au fait qu'il y a des cataclysmes, des tremblements de terre et que plein de gens meurent qui ne seraient pas des êtres humains. Donc ça veut bien dire qu'on est totalement parties liées, donc on ne peut pas séparer les deux. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et puis, en tant que chercheur, je dirais, tant pis, soyons modestes. Chaque pas, c'est quelque chose de gagné. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait satisfaisant, mais ça ne fait rien. L'important, c'est d'avancer. Et enfin, il faut prévoir sur le temps de recherche. Alors ça, c'est un peu l'écueil. Au niveau des financements, il faut prévoir sur le temps de recherche un temps où on va diffuser la recherche. Et ça, on ne le prévoit pas. Quand on propose quand on concourt pour des financements de recherche, ça va jusqu'au bout du résultat. Et hop, le résultat, et là, on est arrivé au bout. Et c'est fini. Et après, on se débrouille pour nos CV, pour plein de raisons diverses et variées, de faire de la vulgarisation scientifique. Mais on ne l'a pas prévu dans le temps de recherche. Donc c'est juste ce point-là que je voudrais dire. Prévoyons-le, en attendant qu'on nous autorise quelques financements. Oui, ça c'est un point important, effectivement. Mais les programmes européens, qui sont toujours des programmes en réseau, justement, non seulement au niveau de l'Europe, les différents pays de l'Europe, mais aussi, comme je l'ai dit, de façon interdisciplinaire, ces programmes prévoient ce qu'ils appellent des work packages, c'est-à-dire des actions. Alors, il y a les actions plus fondamentales qui sont dévolues aux différentes équipes de recherche. Et puis, il y a donc des work packages sur la communication et qui peuvent être d'ailleurs même dévolus à des agences, enfin des bureaux d'études plutôt, qui s'intègrent du coup dans le programme européen, dans le projet, et qui sont financés pour la communication. Donc il faut pouvoir faire la même chose au niveau français. C'est vraiment fondamental parce que c'est vrai que il y a des chercheurs, comme on l'a dit, qui savent très bien communiquer, mais il y en a d'autres qui sont incapables de faire ce travail de médiation. Et là, il faut donc pouvoir financer des spécialistes, parce que tout le monde n'est pas comme vous, madame. Voilà. Donc il faut des spécialistes, et ça, l'Europe le fait. L'impose, oui, d'ailleurs, c'est ce que dit Anne. L'impose, c'est même pas le fait, elle l'impose. Si vous n'avez pas dans votre programme, si vous n'avez pas dans le programme ce type de proposition associée à tout le reste, eh bien, ça ne marche pas. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose, Paola ? Oui, je conclus donc la journée. Merci à toutes celles et ceux sans qui l'événement n'aurait pas eu lieu. Je vais les citer en premier lieu, toi, Paola. Merci beaucoup, mais aussi Mireille Perronnet qui a animé la première table ronde, Véronique Garnier qui est ici présente, Étienne Corbarieux aussi dans la salle, Tatiana Simonet et Christine Canet, notre photographe, et Isabelle Dubois de l'Institut Paris-Gion et de l'ORS, et aussi Brigitte Guigou, la modératrice de la deuxième table ronde. Merci aux 40 acteurs et chercheurs du territoire avec qui on a construit la programmation. Je vais vous demander de prendre 2 minutes pour flasher le QR code qui va apparaître à l'écran, pour donner votre avis sur la journée. Ça paraît anodin, mais c'est quand même important parce que ça nous permet de faire des événements qui répondent à vos attentes et à vos besoins. Donc merci beaucoup et à la prochaine.